Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis ravi que la DRU, ce texte, ait été mis au cœur de notre conférence Résonance, parce qu'il faut avoir tous conscience que c'est un texte qui nous fait rentrer dans une nouvelle ère en termes à la fois de performance, cela a été dit, on va le revoir de manière un peu plus précise, mais également en termes de vision. C'est un texte qui propose une vision beaucoup plus élargie, beaucoup plus intégrée de l'assainissement, et je pense qu'on peut s'en réjouir. Alors d'abord, se rappeler que ce texte, cette révision de ce texte s'inscrit dans une trajectoire réglementaire et évolutive. Avant 91, la priorité, rappelons-le, c'était l'enlèvement de la matière organique. Il fallait préserver l'oxygène des rivières. La directive aux résidus urbains a été adoptée en 91 et ça a marqué un premier changement puisqu'il nous a été demandé de mieux traiter l'azote, mieux traiter le phosphore pour préserver l'écosystème des rivières et préserver l'eutrophisation là où c'était nécessaire. 10 ans après, on a eu l'adoption de la directive cadre sur l'eau qui a marqué un changement fort de philosophie. On est passé d'une logique de moyens à une logique de résultats avec l'ambition forte et très intéressante de restaurer le bon état de nos eaux, à la fois nos eaux souterraines et nos eaux de surface. Et donc 35 ans après la première DRU, 25 ans après la directive cadre sur l'eau, eh bien nous vivons là un moment clé, celui de la révision d'un texte très important pour tous les acteurs de l'assainissement, celui de la révision de la DRU. Alors, un texte qui s'inscrit dans un pacte, dans le Green Deal, un pacte plus large à l'échelle européenne, et on le verra, qui vise deux choses. D'une part, accroître les exigences pour les acteurs de l'assainissement, et d'autre part, et de manière opportune, donner une vision plus large et plus intégrée, comme je vous le disais, de l'assainissement. Alors, cela a été dit dans le petit film, ça a été rappelé par le préfet de région Marc Guillaume, il y a 4 champs d'action principaux. D'abord, améliorer la collecte, c'est-à-dire réduire tous les rejets, enfin au maximum, éradiquer au maximum tous les rejets d'eau non traitée à la rivière, avec une ambition très forte, en tout cas qui est pointée en ligne de mire, celle de tolérer, d'avoir un niveau de tolérance très très faible, et d'ailleurs on en reparlera certainement dans les tables rondes, de l'ordre de 2% de tolérance en termes par rapport à la charge entrante, et cela dès 2039. Donc effectivement, et cela a été dit, c'est à la fois loin et très court, tant l'ambition est forte. Deuxième champ d'action, celui de renforcer le traitement des macropolluants. Cela a été dit, nous éliminons sur nos usines l'azote et le phosphore. Eh bien, on va nous en demander plus avec 10 points de performance supplémentaires, de 60% d'élimination, de 70% d'élimination à 80%. Et cela pour les agglomérations importantes de plus de 150 000 habitants et dans des échéances comprises entre 2033 et 2039. Troisième champ d'action, celui des micropolluants. Vous savez que nos usines sont dimensionnées, imaginées et conçues pour traiter le carbone, l'azote et le phosphore. Eh bien, demain, on va devoir implanter dans nos usines des traitements dédiés à l'élimination des micropolluants. Cela concerne les grosses usines de plus de 150 000 équivalents habitants, mais il y en a une centaine en France, me semble-t-il. En tout cas, nous, à OSIAP, nous sommes
très concernés, dans des échéances relativement courtes entre 2033 et 2045. Et enfin, et cela a été dit, on parle aussi dans cette directive d'énergie, il s'agit de pousser l'autosuffisance. Aujourd'hui, nombre d'usines en France sont déjà autosuffisantes, notamment grâce au biogaz, et on en reparlera certainement avec la directrice générale de GRDF. Eh bien, on demande d'aller plus loin, de tendre vers la neutralité énergétique, c'est tout simplement générer autant d'énergie qu'on en consomme, avec des échéances ambitieuse, avec une neutralité visée à horizon 2045, mais avec une progressivité, puisqu'on a un certain nombre de paliers, notamment un palier en 2040 où il serait demandé à l'échelle nationale 70% de neutralité. Alors, un curseur de performance qu'on pousse à droite, mais pas que. C'est aussi un texte, et je vous le dis, c'est très important de le garder à l'esprit parce que je pense que c'est une belle avancée qui offre une vision plus large et plus intégrée de l'assainissement. Alors, c'est un texte qui élargit de manière très claire à l'empreinte environnementale. On y parle de manière très précise de maîtrise de l'empreinte énergétique avec la mise en place d'audits énergétiques, de plans quadriennaux pour être plus performants en termes de réduction des consommations. On y parle également de maîtrise des gaz à effet de serre avec une volonté d'harmoniser les pratiques, les modes de calcul. Alors ça peut paraître un peu de la mécanique interne, mais c'est très important si on veut pouvoir agir concrètement sur la diminution des gaz à effet de serre. Et enfin, on y rappelle, parce que là c'est un rappel, la nécessité de pousser, de promouvoir la circularité des matières. L'eau usée, ce n'est pas un déchet, c'est une richesse. Il faut réutiliser les eaux. Et dans ces eaux, et d'ailleurs c'est les termes qui sont employés dans la directive cadre, on parle de composés précieux. Voilà, l'azote et le phosphore, ce sont des composés précieux. Ils sont dans nos eaux et dans nos boues. Et bien, il faut essayer de les réutiliser autant qu'on puisse le faire. Et enfin, c'est un texte qui, de manière intéressante, développe de nouveaux volets. On y parle notamment d'outils de surveillance, des eaux usées comme outils de surveillance. On nous demande de suivre les microplastiques dans les boues, si tant est qu'elles soient destinées à l'agriculture. On y parle de suivi des substances chimiques, et notamment des acides perfluorés, dont on parle beaucoup en ce moment, des suivis entrée-sortie usine, mais également de paramètres de santé publique. Quelque part, ce qu'on a su faire durant la crise Covid, on a utilisé les eaux usées comme indicateur de la dynamique épidémiologique. Et bien là, c'est inscrit dans ce texte, et cela, je pense, était suffisamment intéressant pour être noté. Alors cela dit, et cela a été dit, et ça va être tout l'objet de nos échanges, c'est un texte qui invite à l'équilibre. On va rentrer dans une période de transposition. Et c'est tout l'enjeu de cette période de transposition, c'est l'équilibre. Notamment dans un contexte qui vous sera rappelé, financier pour les collectivités, qui est tendu, pour ne pas dire contraint. Ça veut dire que ça nous invite vraiment à aller chercher l'efficience technico-environnementale. Consentir le juste effort au bon endroit. Alors, consentir le juste effort, c'est les seuils. D'ailleurs, il y a les seuils. Il faut qu'on fasse des bonnes évaluations coûts-bénéfices pour nous assurer que nous établissions les bons seuils de performance, qu'on exige les bons seuils de performance, car on sait très bien que les derniers points de performance sont toujours les plus compliqués à aller chercher, les plus chers à aller chercher. Alors, le bon endroit, en tout cas, tel que je lis la directive, c'est là où l'environnement l'exige. C'est là où on a un bénéfice environnemental attendu. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a un débat pour les usines qui sont sur le littoral, qui rejettent en mer. Bon, est-ce nécessaire de pousser le traitement d'azote et de phosphore dans ces endroits de France où le milieu naturel ne l'exige pas forcément? Voilà, c'est le type de sujet sur lequel on va devoir plancher ensemble. Trouver la ligne cohérente qui répondra au cadre réglementaire, c'est simplement s'assurer que la ligne directrice des RU2 soit bien cohérente avec les différents textes qui existent, ceux qui sont en gestation, le projet socle commun, la directive économie circulaire, la stratégie nationale bas carbone. On a quand même profusion de textes. Il faut s'assurer que tout cela soit bien cohérent pour qu'on puisse bien avoir notre étoile du berger, nous opérateurs. Faisabilité technique, bien sûr, et je pense que c'est important de souligner qu'on va faire évoluer un système en mouvement, c'est-à-dire on va faire évoluer un système dont on attend de lui, que ce soit les usines, que ce soit les réseaux, qu'ils maintiennent de la performance. C'est pas simple, et le point clé, c'est les calendriers, les modalités d'application raisonnables. Ce sont ces calendriers raisonnables et ces modalités d'application raisonnables qui nous permettront de réussir à mettre en œuvre les vagues de travaux, parce que c'est ça dont on parle, tout en maintenant la performance épuratoire, parce que c'est ça qui va nous être demandé. Et enfin, bien sûr, la soutenabilité financière. Le calendrier doit être soutenable, on en parle régulièrement, il va falloir échelonner tout cela, parce que c'est quand même un surcoût qu'il faudra certes mesurer, mais qui sera certainement significatif. Et on a 20 ans pour l'échelonner. Assurons-nous de bien l'échelonner pour avoir cette capacité à soutenir l'effort financier.
Dans le cadre de la soutenabilité financière, il y a bien sûr l'adaptation des recettes. Il y a des mécanismes de financement qui doivent nous permettre de nous soulager et de prendre en charge une partie du financement de la DRU, notamment s'agissant du financement des micropolluants. Je pense notamment à la REP, dont on parlera, la responsabilité élargie du producteur. Là, c'est très important qu'on soit agile pour mettre en place ces systèmes-là, parce que nous avons besoin de ce souffle financier. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Donc un défi, effectivement, qui suppose que nous engageons collectivement, que la chaîne d'acteurs s'engage, mais aussi un défi qui suppose qu'on en parle ensemble et vite. Et c'est tout l'objet de cette conférence résonante.